Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 19:45 à la une de l'actualité. Une semaine après avoir bénéficié d'une liberté provisoire, Pape Alé Niang, de nouveau arrêté et remis en prison. Son avocat estime qu'il n'y a pas eu de violation de la liberté provisoire et demande à ce que le juge le libère et lui mette le bracelet électronique. L'actualité ce 20 décembre, c'est aussi le 21e anniversaire du rappel à Dieu de Léopold Sédar Senghor. Les membres du Parti socialiste se souviennent du fondateur de leur parti. Ils se sont rendus au cimetière de Bel-Air pour se recueillir sur sa tombe. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Notre profil ce soir nous prouve que le handicap n'est pas un frein à la réussite, un beau modèle de courage et de réussite à découvrir en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite les développements. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais tout de suite, Pape Alé Niang de nouveau en prison. Ibrahima Alissa Faye dénonce son acharnement sur le journaliste et selon lui, le combat mené pour sa libération n'a pas échoué. Le président de l'association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne a fait savoir que la CAP compte se réunir pour mettre en place un nouveau plan d'action pour la libération du journaliste. Je vous propose de l'écouter. Par rapport à Pape Alé Niang. Donc, c'est lui, c'est avec lui sur vraiment le devoir de respecter scrupuleusement les conditions de sa libération. Nous lui avons parlé, nous sommes battus pour lui et jusqu'à présent aussi nous allons nous battre pour lui parce que c'est notre confrère, on ne va pas l'abandonner. C'est pas du tout un échec, c'est plutôt un succès parce que notre objectif numéro 1 c'était de sortir de prison et il était sorti de prison. Même si c'est pour une durée très courte, maintenant il a commis des erreurs et malheureusement le parquet a profité pour essayer de le renvoyer en prison. C'est malheureux cet acharnement contre Pape Alé Niang. C'est dommage au Sénégal qu'on en arrive là et qu'en fait nous on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas rester les bras croisés et abandonner Papa. La forme de lutte va être étudiée lors d'une réunion que nous allons tenir dans cette semaine-là ou pendant la semaine. L'avocat de Pape Alé Niang, lui, qui estime que son client a bien respecté sa liberté provisoire, compte saisir le juge. Maître Rourey Chiba souhaite également que le journaliste soit placé sous surveillance électronique, suivant sa réaction. Metti nañu parce que d'abord kenn mësul gis nit ki nga xam ne le 14 bii passé mooy fukki fan ak ñeent lañ ko may avec beaucoup d'affliction, je devrais dire, que nous avons vécu le retour en prison de M. Pape Alé Niang. Parce que le juge d'instruction, suivant à cela les réquisitions du procureur de la République, a décidé donc de révoquer la mesure de contrôle judiciaire et en conséquence, il a placé M. Niang sous mandat de dépôt. Quand on parle de révocation du contrôle judiciaire, le procureur de la République a estimé que M. Pape Alé Niang avait violé les conditions de ce contrôle judiciaire. On interdisait à Pape Alé de communiquer sur cette affaire, notamment sur l'affaire qui lui vaut son inculpation. Aucun rapport avec le fait pour le procureur de se lever. C'est un excès de pouvoir manifeste. Pape Alé Niang, en tant qu'inculpé, garde l'intégralité de ses droits et il bénéficie de la présomption d'innocence. Et surtout, à tout stade de la procédure, il peut demander la mise en liberté provisoire. Donc dès aujourd'hui, nous pouvons saisir le juge. Allons le faire aujourd'hui ou demain. Et si le juge l'estime nécessaire, il peut assortir sa décision du contrôle judiciaire. Maintenant, nous disposons du bracelet électronique. Je pense que c'est le moment de l'appliquer, de l'utiliser avec M. Pape Alé Niang. On sait que sa santé est fragile. On sait qu'il a vécu des moments assez durs avec cette grève de la faim. Il a observé avec toute la motivation nécessaire. Ça a fait les dégâts que ça a fait. Et maintenant, vraiment, je pense que ce n'était vraiment pas opportun du tout de le placer en détention. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, c'est un jour très triste par rapport à cette situation. Oui, dafay doy waar. Te Sénégal war nañu mën éviter loolu. Wasalaam, merci beaucoup. La 7e édition du Salon de l'entrepreneuriat s'est tenue ce week-end au Centre culturel Blaise Senghor, organisé par le collectif des groupements de Pikine. Ce salon a permis à plusieurs jeunes entrepreneurs de faire connaître leurs activités. Écoutons les explications de Moustapha Diouf, membre du collectif au micro de Boudal Ndiaye.
Je pense que le but de ce salon est d'aider les jeunes et les femmes. Parce que tout le temps, on voit que l'État ne peut pas assurer le travail de tous ces jeunes-là, surtout au niveau de la banlieue. Souvent, on a l'habitude de dire qu'on apprend, on va à l'université, on a nos diplômes, mais on a des problèmes d'insertion. Donc, raison pour laquelle le collectif a mis en place ce salon de l'emploi pour permettre aux jeunes d'entreprendre surtout, et les femmes aussi d'entreprendre. De ce fait, on appelle d'autres structures comme ANPES, DER, pour qu'ils viennent assister à ces femmes-là, pour qu'ils viennent assister à ces jeunes-là qui ont de l'ambition et qui veulent faire partie de ceux qui veulent développer leur pays, plus précisément leur localité. Et comme on a l'habitude de le dire aussi encore, Pikine est un banlieue que presque partout on entend des mauvaises choses sur nous. Et nous, en tant que jeunes, on veut montrer au monde que les jeunes de Pikine sont de loin de ces choses-là. Et seuls 1% des femmes des marchés publics sont gagnés par des femmes. Et pour augmenter le quota des femmes entrepreneurs dans l'attribution des marchés publics, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance avait initié en partenariat avec l'autorité des régulations des marchés publics et ONU Femmes une formation pour les femmes entrepreneurs. Après 2 ans de formation, 500 femmes ont reçu leur parchemin et selon la coordonnatrice du bureau ONU Femmes Sénégal, elles sont mieux outillées pour candidater dans les offres, dans les marchés publics. Je vous propose de l'écouter. Nous nous sommes retrouvés avec plus de 500 femmes qui sont formées. Il y en a qui ont été formées en ligne, d'autres en présentiel. Maintenant, nous sommes en train de faire la capitalisation du projet, c'est de voir les capacités que les femmes ont acquises. Mais en même temps, nous allons continuer ce programme de suivi parce qu'il ne sert à rien de leur donner les supports et de ne pas suivre ce qu'elles vont faire après. Donc la perspective, c'est de les mettre en réseau d'abord, d'identifier les catégories de femmes qui ont participé à ces formations. On en a vu qui sont dans l'agroalimentaire, d'autres qui sont dans le BTP, il y en a même qui sont dans le gardiennage ou la prestation de services. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est avec les partenaires nationaux, donc toujours avec l'ARMP, on a le Fonds 6 avec nous, on a ADPME et les autres institutions, c'est d'organiser ces femmes en réseau par catégorie d'activités et de les accompagner encore une fois avec d'autres formations plus pointues et aussi même sur l'éducation financière, la gestion de l'entreprise, etc. Oui, pour le moment, de manière générale, on parle de 1% d'accès à la commande publique par les femmes. Et on sait qu'au niveau national surtout, même au niveau mondial, parce qu'il y a des pays qui ont donné des quotas, etc. Mais si on regarde globalement, les femmes ne gagnent pas plus de 1% des marchés. Et on sait que les marchés publics constituent 20% des PIB au niveau mondial. Donc ça veut dire que les femmes doivent avoir leur part de ces marchés publics, surtout pour atteindre l'autonomisation économique que nous cherchons au niveau des femmes. Oui, les contraintes principales, elles l'ont dit par les témoignages, c'est d'abord surtout l'accès à l'information. Et à Kaffrine, dans la commune de Wakungunda, les autorités ont misé sur la régénération assistée des espèces naturelles pour lutter contre la désertification. Eh bien, la méthode marche bien selon elle, car elle a permis de protéger près de 800 hectares. Adamassar et Astombay. Lutter contre la désertification, c'est l'objectif fixé par les autorités de la commune de Wakunguna. Selon l'adjoint au maire, 89 hectares sont pour le moment protégés. Le technicien nous disait tantôt que la superficie qui est employée dans ma commune est de 89,6 hectares. Cela représente certainement un pourcentage minime par rapport aux 280 km² qui composent ma commune. Mais sur les 280 km², il y a 251 km² qui sont des terres cultivables. Donc c'est une partie infime. Mais ce qui me réconforte, c'est la population qui est rassemblée aujourd'hui. Plus de pratiquement le tiers des villages de ma commune sont présents aujourd'hui. De l'avis du sergent Samba Khoudjandiaï, la régénération assistée des espèces naturelles RNA est une bonne initiative. Reboisement, qui est plus facile, plus simple à réaliser que le reboisement, puisque pour reboiser, surtout en production de plants, surtout pour les pépinières, ça demande beaucoup de moyens, ça demande une main-d'œuvre, ça demande aussi du temps, alors que la RNA nécessite
surtout une petite volonté, surtout que le propriétaire ait la volonté et une petite connaissance pour réussir. Dans le département de Nioro, 800 hectares sont protégés grâce à la RNA. Et on est en tout et pour tout dans le département de Nioro sur plus de 800 hectares que les populations sont en train de protéger. Et ça ne demande pas de coût, ça ne demande pas d'argent. Il suffit que les populations comprennent et s'engagent pour le réaliser. Et parce que le reboisement actif, la plantation dans les champs, les populations actuellement n'aiment pas trop ça, parce que souvent aussi les plants disponibles ne peuvent pas résister sans eau et sans protection et autres, alors que les petits pousses encadrés, accompagnés dans les champs, le développement est beaucoup plus rapide. Avec leurs partenaires, les autorités de la commune de Wakunguna comptent pérenniser cette action. Et pour lutter contre les accidents en mer, l'Agence nationale des affaires maritimes a initié un atelier de formation pour les pêcheurs de Popenguine d'Ayan. Durant 5 jours, plusieurs centaines de pêcheurs seront formés sur la sécurité en mer. L'objectif est de mieux les outiller pour faire face aux dangers en mer. Muntaga Khan et Mamadouba. 5 jours durant, ces 200 pêcheurs de la commune de Popenguine d'Ayan vont bénéficier d'un renforcement de capacité sur la sécurité en mer. Le maire de la dite commune salue l'initiative de l'ANAM. Vous savez, l'État a une politique pour moderniser, pour professionnaliser le secteur. Nous en profitons pour former effectivement les jeunes d'Andayan. Vous connaissez Ndayan, quand on parle d'Andayan, c'est des hommes de la mer. Donc vraiment, nous remercions d'abord l'Étoile marine qui nous a permis d'accéder à cette formation, et plus particulièrement l'ANAM. Donc il va nous accompagner pendant 5 jours pour former ces jeunes dans le cadre de cette politique de l'État. Mais aussi, nous allons accueillir le port d'Andayan. Nous devons tout faire pour former nos jeunes avant cet événement. Il faut qu'ils soient qualifiés, parce qu'on ne peut pas avoir l'un des pôles les plus grands et avoir des gens qui sont dans la tradition jusqu'à présent, et surtout sur le plan de la sécurité. Voilà. Les pêcheurs sont appelés à se départir des méthodes traditionnelles pour adopter la nouvelle donne météorologique. Oui, nous allons quand même discuter et puis surtout attirer leur attention par rapport à l'importance effectivement de tenir compte des informations météorologiques, surtout par rapport à l'aspect sécurité. Parce que c'est un domaine quand même qui est à maîtriser maintenant par la science. Donc il faut qu'on fasse en sorte que les pêcheurs y croient aussi, parce que c'est important. En général, les difficultés, c'est quoi? C'est croire aussi à des connaissances traditionnelles qui souvent ne sont plus adaptées au contexte de changement climatique. Il y a une évolution dans ce sens-là et il faut aussi qu'ils acceptent toute cette évolution. Le maire de Popenguine d'Ayan sollicite auprès des structures appropriées et de l'État le recyclage de 100 jeunes munis de permis de conduire afin qu'ils puissent manipuler les engins lourds qui seront utilisés dans le futur port de Ndayan. Et ce 18 décembre, dimanche 18 décembre, a été célébrée la journée internationale des migrants. À Kolda, les candidats malheureux à l'immigration disent rencontrer d'énormes difficultés pour leur réinsertion socio-économique. Selon eux, l'appui du gouvernement et de ses partenaires est insuffisant. Les détails avec notre correspondant à Sédhiou Diata. Beaucoup de moyens ont été mobilisés pour célébrer cette journée censée être un cadre de réflexion et d'échange sur les questions migratoires. Sauf que les migrants de retour en ont profité pour dresser un bilan qui prend le contre-pied de celui souvent brandi par les acteurs intervenant sur la gestion des migrants, des potentiels migrants et surtout des migrants de retour, comme en atteste cette adresse du porte-parole Meta Kandé à l'assistance. On dit souvent qu'un seul bismillah ne suffit pas pour sortir au marabout du fond du puits. Madame la ministre, Excellences, Monsieur le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, nous regrettons de souligner ici que les financements à coups de milliards pompeusement annoncés ne nous parviennent pas. Pour étayer ces déclarations, nous ne voulons comme preuve que les récents programmes du BOSS pour financer dans une première phase 1000 jeunes.
Des opportunités, il n'en manque pas au Sénégal, particulièrement dans la région de Kolda, d'où la nécessité d'inviter les potentiels candidats et les migrants de retour à ne plus lâcher la proie pour l'ombre. Il est heureux de voir que la journée est sous le signe de la promotion de la souveraineté alimentaire par une valorisation des ressources à travers l'investissement productif de la diaspora et des migrants de retour. Nous sommes disponibles en tant qu'élus territoriaux pour accompagner l'action des BOS. Venue présider la cérémonie, Madame le ministre auprès du ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur, Dr Annette Seck, n'a pas manqué de louer les efforts consentis par l'État du Sénégal et ses partenaires dans la lutte contre l'immigration irrégulière avant de rappeler que l'ouverture du BAOS de Kolda va à coup sûr encourager la consolidation des acquis concernant la problématique. Nous venons successivement de procéder au lancement des appels à projets nationaux et régionaux d'un montant d'1 milliard de francs CFA à financer. Avec ces subventions, le projet GMD compte apporter un appui aux migrants de retour, un appui réel aux potentiels migrants que sont les jeunes. Les progrès accomplis, s'ils se poursuivent, devraient assurément nous permettre de parachever la visibilité de ces BAOS. La région de Kolda, de par sa position géographique, est à la fois zone de transit et pourvoyeuse. Aucun chiffre officiel n'est disponible, mais la certitude est que la paix en lourd tribut. Beaucoup de familles n'ont plus de nouvelles de leurs proches, certains portent le deuil, d'autres par contre s'accrochent aux maigres espoirs de retrouver les siens, sains et saufs un jour. Il y a 21 ans, jour pour jour, disparaissait le premier président de la République du Sénégal, fondateur du Parti socialiste Léopold Sédar Senghor. En ce jour d'anniversaire de son décès, une délégation du PS s'est rendue au cimetière de Bel-Air pour se recueillir sur sa tombe. Mamadoussi. Moment de recueillement sur la tombe de Léopold Sédar Senghor, le Parti socialiste se souvient du premier président du Sénégal. 21 ans après sa mort, la tradition a été respectée. Chaque année, le Parti socialiste commémore le père fondateur de la nation, père fondateur de notre parti, le Parti socialiste. Nous n'avons pas dérogé à cette règle cette année et c'est la raison pour laquelle notre parti, à travers notre secrétaire général, la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, a dépêché ce matin une très forte délégation pour venir, comme tous les ans, crier devant la tombe de feu Léopold Sédar Senghor et y déposer symboliquement les terres. Le Parti socialiste compte dans les années à venir donner plus d'envergure à la cérémonie commémorative de la disparition de Léopold Sédar Senghor. Tous les ans, Inch'Allah, nous allons donc refaire cela, les colloques qui nous permettent de nous souvenir et surtout pour les jeunes générations de leur montrer qui était Léopold Sédar Senghor. On a d'ailleurs recommandé de faire en sorte que ce jour soit célébré par l'ensemble du Sénégal, l'ensemble même de l'Afrique, et que pour cela, nous devons amplifier la communication autour de ça. Senghor, patrimoine mondial selon le ministre d'État Augustin Tine, qui a assisté à la cérémonie. Le président poète devrait inspirer les générations actuelles et futures. Selon les membres du Parti socialiste, plusieurs hommages lui ont été rendus pour marquer l'anniversaire de sa disparition. Tirailleurs, le film du réalisateur Mathieu va des pieds en avant. Première au Sénégal ce soir au cinéma Le Pâté. Les acteurs de ce film qui raconte plus l'histoire d'amour, d'un amour paternel que de la guerre attendent avec impatience les retours du public. L'acteur principal et le réalisateur du film étaient en conférence de presse ce matin. Mamadou Dia et Seydina Mbaye. Tirailleurs, le film raconte l'histoire des soldats recrutés sur le tas appartenant aux troupes coloniales françaises. Bakary et son fils Tierno, arrachés à leurs terres et familles pour une aventure guerrière dans un pays qu'ils méconnaissent. Dans tous ses contours, Bakary va tout faire pour retirer son fils du front, la langue parlée, le poulard, un handicap. Même entre eux, en fait, parfois c'était compliqué de communiquer. Et donc, comme le poulard est la seule langue africaine que je parle,
c'était plus simple. Ces hommes qui venaient et qui ne parlaient pas la langue, donc c'est sûr déjà que ça ne pouvait pas être. Et le Peul est venu naturellement. Le père va devoir s'enrôler dans l'armée et affronter le conflit pour sauver son fils. Le scénario parle plus d'amour que de guerre. C'était le moyen de trouver comment ne pas être complètement écrasé par la historique. Donc on a eu à cœur de lancer que par cette histoire intime et plus une histoire d'amour qu'une histoire de guerre. En avant-première au Sénégal, les acteurs du film n'attendent du public que des retours. La dernière étape pour nous, de livrer ce film ici, au Sénégal, au public sénégalais. Alors, l'attente, qu'est-ce qu'on attend d'eux? On n'attend rien, forcément. On a juste envie que ça soit reçu. Et une fois que c'est fait, nous, on aura fini notre job, en fait. On est surtout curieux d'avoir les retours, en fait. On n'a pas d'attente précise, mais on est très curieux de savoir comment ça va être reçu. L'avant-première du film Tirailleurs de Mathieu Vattier est projetée ce mardi soir au cinéma Pathé. Commercialiser des beignets moelleux, c'est le business de El Hadj Ngaye, plus connu sous le nom de El Hadj Beignet. L'homme qui souffre d'un handicap se donne corps et âme pour satisfaire sa clientèle, son savoir-faire. Il le tient de son père qui l'a initié au métier. Khadija Ndadjouf et Sidignan l'ont rencontré pour la rubrique Réussir de ce soir. L'huile déjà sur le feu suggère le délice. De petits beignets dorés à l'odeur de vanille. Voici les gourmandises d'El Hadj Ngaye, plus connu sous le nom d'El Hadj Beignet. De chauffeur, El Hadj s'est converti aujourd'hui dans le métier de pâtissier, un travail qu'il a hérité de son père. Ce que je fais, c'est mon père qui me l'a appris. Avec ses beignets, ce dernier reçoit des clients de partout et réalise beaucoup de choses. Je reçois des commandes de partout, de Dakar comme de la sous-région. Je m'en sors assez bien, même si parfois je subis quelques moqueries du genre « c'est pas un travail qu'un homme doit faire ». Avec les beignets, j'ai épousé une femme et baptisé les 2 enfants que j'ai. Cependant, son handicap est souvent un frein pour lui, mais il ne se laisse pas faire. Parfois, j'ai des soucis pour me tenir très longtemps, donc cela devient un problème. J'ai un de mes pieds qui ne sert presque plus. Avec le travail que je fais, j'ai très souvent des crampes à la descente. C'est difficile et on s'accroche. La pâtisserie, une passion que lui a transmise son père. Aujourd'hui, son rêve serait de mettre en place son propre entreprise avec son équipe. Merci Khadija Ndadjouf, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.